L'avancée en âge des personnes handicapées s'accompagne généralement soit d'un accroissement du handicap d'origine, soit de l'apparition de handicaps supplémentaires. En 2013 sortait le rapport réalisé sous l'égide de Patrick Goé, animateur de groupe de travail ayant travaillé sur ce sujet. En marge de ce rapport, le film L'avancée en âge des personnes handicapées, un défi à relever, avait été réalisé. Un des principaux constats qui en ressortait était que les personnes handicapées qui avancent en âge, ainsi que leurs proches âgés, souhaitaient rester autonomes, par exemple à leur domicile. Le film valorisait un certain nombre d'expérimentations. 5 ans plus tard, le conseil scientifique de la Fondation MAF nous a demandé de retourner voir les personnes que nous avions filmées pour constater ce qui a changé dans leur quotidien et quel bilan tirer de ces différentes expérimentations. Avec le conseil scientifique, lorsque nous avons travaillé sur cette thématique de l'avancée en âge, dans les différents travaux qu'on a pu faire, que ce soit recherche bibliographique, interview, on a très rapidement identifié le rapport de 2013 réalisé sous la direction de Patrick Goé, dans lequel, à l'époque, il faisait un état des lieux avec un certain nombre de recommandations. À Saint-Marcel-les-Valences, des personnes âgées ordinaires et handicapées vivent dans un HLM. La ligne de bus, elle n'était pas toujours adaptée pour aller en ville. Et maintenant, ça y est, ils ont adapté la plupart des bus. Aujourd'hui, il n'y a plus systématiquement dans les villes de moins de 10 000 habitants de commissions d'accessibilité. Et ces commissions d'accessibilité permettent quand même finalement de mettre autour de la table, aux côtés des élus, toutes les associations qui œuvrent en faveur des plus démunis. Nous, personnes handicapées, j'ai l'impression qu'on est en train de passer à la moulinette. Ils veulent faire un truc universel, quoi. Les finances de la MDPH ne suivent plus. Je suis en attente d'avoir plus d'heures pour pouvoir être prise en charge un peu plus, quoi, par les auxiliaires de vie. Il faut bien faire une distinction entre ces personnes en situation de handicap vieillissantes qui ont un reste à vivre qui est extrêmement faible, et puis peut-être des personnes âgées dépendantes qui ont eu un patrimoine ou qui ont un patrimoine et qui subviennent à leurs besoins. Maintenant, elle a beaucoup d'heures d'auxiliaire de vie, donc j'ai moins besoin d'être présente. C'est plus facile parce qu'elle pousse mon fauteuil. Moi, je suis incapable de circuler avec mon fauteuil en vie. C'est pas parce que je voulais pas m'occuper de ma fille, mais à mon âge, j'arrive à être fatiguée parfois. Jérémy Rossetti-Vincent a décidé de se former au métier d'AVS, auxiliaire de vie. Avant de commencer ma formation, j'ai fait un stage d'immersion par le biais de Pôle emploi dans un foyer d'hébergement pour personnes handicapées mentales. Et j'ai adoré, quoi. J'ai vu tout de suite que je voulais faire ça, quoi. Stéphanie Perchaud déplore que les AVS s'orientent plus vers les structures d'accueil que vers le domicile. Certaines prestations ne peuvent plus être assurées par manque de personnel. On a des personnels plus anciens qui du coup sont usés parce qu'on leur demande de produire plus d'heures parce qu'on ne trouve pas de personnes pour les suppléer. Et l'avancée en âge des personnes handicapées questionne aussi beaucoup les AVS sur leur capacité à les soutenir au quotidien, et l'aide technique peut parfois leur apporter des réponses dans ce sens-là. Les bailleurs sociaux essaient de répondre au mieux aux besoins de leurs résidents handicapés en termes d'accessibilité, mais de nouveaux défis se présentent à eux. Le projet de loi Finances 2018 avec la baisse des APL, et d'un autre côté la loi Elan qui est en train de révolutionner complètement le monde des bailleurs sociaux, le monde du HLM, en nous enlevant énormément de moyens. Donc si j'ai une demande aujourd'hui à faire, aidez-nous, quoi. On ne se limitera pas à 20% s'il faut aménager 100% des logements, comme dans le cadre d'une résidence veille bienveillante. On sait quand même que ça représente un surcoût non négligeable pour équiper des appartements de ce type. Alors on est au point maintenant sur la mobilité réduite, mais sur l'ergonomie pour les personnes en fauteuil qui sont en permanence et qui ont vraiment des mobilités très réduites, je ne sais pas. Le forfait inclusif, le montant n'est pas encore arrêté et il va être absolument déterminant pour savoir si on va réussir à avoir les moyens de nos ambitions en matière d'habitat inclusif et d'accompagnement des personnes en habitat ordinaire. La prise d'âge et les départs de résidents font que les activités dans la salle de convivialité, mises à la disposition des locataires par le bailleur, sont moins fréquentes qu'en 2013. Audio Jungle. Pierre Cherki est malvoyant. Il y a 5 ans, sa préoccupation était d'avoir un jour besoin d'une auxiliaire de vie formée à son handicap. Je suis tributaire à 100% de mon épouse. Mon épouse peut avoir des problèmes qui l'atteignent et là, il faudra absolument trouver des personnels complémentaires. Dans les environs, il y a une vingtaine de sociétés d'aide à domicile. Y a-t-il des auxiliaires de vie formés à la malvoyance ?
Je n'ai pas trouvé, je dirais, d'entité ou d'institution pour qu'ils puissent, je dirais, avoir une personne, par exemple, de 3 jours pour pouvoir remplacer sa femme. Seuls les aidants familiaux de personnes handicapées sont reconnus par la loi et bénéficient à ce titre de certains droits. Mais où se renseigner à ce sujet ? Toutes ces personnes sont très isolées dans leur contexte familial et c'est vrai que si on ne va pas vers vous, comment aller vers ces associations si on ne vous en parle pas? Il ne faut pas imaginer que les aides techniques vont tout résoudre et se substituer à l'aide humaine. Ils ont de l'expérience, les aidants des proches, et ils ont une très bonne connaissance des habitudes de vie de la personne. En 2013, Christian Dillet vivait encore en colocation dans un foyer d'hébergement pour travailleurs handicapés d'ESAT et devait laisser sa place à un plus jeune. Il souhaitait intégrer une famille d'accueil. C'est dans les environs de La Rochelle qu'il en a intégré une. C'est manger ensemble, c'est de discuter ensemble. Le basique du quotidien qu'on connaît tous, comment l'accueillant familial va y donner un sens pour que la personne en situation de handicap se sente valorisée, avec un rôle social reconnu, et comment elle peut aussi développer à travers ça des nouvelles potentialités ou maintenir des compétences qui étaient déjà là. Maintenant, ce monsieur, il veut partir à sa retraite, quoi. Qui est tout à fait normal, qui est tout à fait logique. Hein. Comme dans chaque rencontre, il y a la partie de découverte, il y a la partie où on va construire avec l'autre, et puis il y a la partie où on se quitte. C'est le métier de l'accueillant. En 2013, il n'y avait pas de statut d'accueillant familial défini par le législateur. Ça veut dire que le fait de ne pas avoir d'assurance chômage lorsqu'un contrat s'arrête, c'est une vraie contrainte. Il y a un projet de loi de modification de ce statut de l'accueillant familial qui n'a toujours pas été adopté, je ne pense pas. Mais bon, en tout cas, moi je sais que j'y suis attachée parce que je pense que c'est aussi le moyen de rendre cette profession plus attractive. À quelques kilomètres se trouve l'ESAT Le Breuil où travaillait Christian Dillet. Bonjour Jean-Marc. Je suis capable de me débrouiller tout seul pour l'instant. Si je ne peux pas me débrouiller tout seul, j'aurai une aide à domicile. On était 11 enfants, 8 filles et 3 garçons. Pas de nouvelles de personne. Parce que mon père l'a placé dans la maison de retraite, puis il s'est barré 2 ou 3 fois, parce que lui, il voulait rester chez lui. Alors, faire comme lui. Le manque de place pour les retraités dans les établissements spécialisés n'est toujours pas résolu. Là, pour moi, c'est une maison pour 3 personnes. Mais une fois que je serai à la retraite, je serai obligé de l'été pour aller ailleurs. C'est pour en plus me garder, quoi. C'est toujours la même chose, c'est point de vue financement, les appels à projets qui ne sont pas mis en place par rapport à ce type de besoin. Ouais. On va avoir des territoires qui sont mieux desservis que d'autres. On parle de déserts médicaux, on peut peut-être aussi parler de déserts en matière d'accueil de telle ou telle catégorie de population. On peut imaginer également qu'on aille aussi sur un certain équilibre des territoires. Pour autant, c'est compliqué. Dès lors qu'il y a un besoin sur un territoire, oui, moins, mais peut-être qu'à côté c'est pire, mais on ne va pas forcément le voir. Ça, c'est très subjectif. À Dompierre-sur-Mer vient d'ouvrir une MRS, maison de retraite spécialisée. Un groupement de coopération sociale et médico-sociale est à l'origine du projet. 22 travailleurs de l'ESAT Le Breuil ont pu s'y installer. À quelques mètres se trouve un EHPAD qui met à la disposition de la MRS leur secrétaire, prépare ses repas, procède à des échanges d'animatrices, etc. C'est pas comme nous. C'est des âgés. On l'a mangé tous avec les maisons de retraite, les repas voisins. Après, on a dansé les folkloriques. Ils connaissent les résidents, ils connaissent les professionnels aussi. Donc cette passerelle qui se fait est importante pour qu'il n'y ait pas de rupture dans leur parcours de vie au moment où ils deviendront plus dépendants. Céline Laurens est intéressée par la famille d'accueil. Et là, je pourrais rester là, mais c'est pour le week-end. Des personnes qui vivent en institution et qui, à un moment, ressentent ce besoin de sortir de l'institution, pas forcément de quitter l'institution, mais d'en sortir pour un moment, pour avoir une attention plus particulière, une relation privilégiée. Dans cette optique de mutualisation, dans les Deux-Sèvres, un EHPAD et une MAFA, maison d'accueil pour personnes handicapées âgées, font figure de précurseurs. Leur objectif en 2013 était d'ouvrir au sein de l'EHPAD 6 UPHV, unités pour personnes handicapées vieillissantes.
Le fait aussi que la MAFA ait pu accompagner directement en étant présent aux côtés et au quotidien auprès des personnes handicapées accueillies au sein du PHV a été aussi très rassurant et un levier d'acceptation en fait pour les personnes. Ça a nécessité effectivement des rencontres multiples entre les différents professionnels de manière à ce qu'on puisse échanger sur ces différentes pratiques, sur la connaissance des comportements, des troubles, pour qu'il y ait une continuité au niveau de l'accompagnement. Ces personnes-là ont toujours vécu en institution. La personne âgée se retrouve en fin de vie en collectivité. L'acceptation est compliquée. Et de voir des gens qui ont cette attitude-là et qui ont l'habitude d'avoir des gens tout le temps autour d'eux, je pense que ça a créé au début, pas une jalousie, mais une incompréhension. Et en fait, maintenant, ils sont passés au-dessus de ça. Je parle des deux publics cumulés. Ils sont passés au-dessus cette incompréhension et ils sont tous dans l'acceptation. Comment vous vous sentez maintenant à la maison de retraite? C'est un petit peu mieux maintenant. D'autres places UPHV sont-elles prévues à l'EHPAD? Il y a plutôt la volonté d'organiser les parcours de vie, c'est-à-dire que la personne, en fonction des besoins et de la personne handicapée vieillissante, la possibilité d'intégrer l'EHPAD classique avec l'ensemble des réponses dont elle a besoin pour son quotidien. Aux Herbiers, parents et enfants âgés vivent ensemble. Parce que là, je suis allé à l'hôpital, il était assuré là, lui. Vous voyez? Et pas dans le lit, il avait à manger, il avait à boire, il avait à coucher. Oui, que si elle était à la maison, quand même, ça restait dur. En 5 ans, la désertification médicale s'est accentuée. La faculté de médecine est à Nantes, donc tous les étudiants sont habitués à une certaine vie urbaine. Et depuis le concours national d'internat, ils viennent de toute la France s'installer à Nantes. Et ils n'imaginent pas que sur les territoires périphériques de Nantes, il y a tout ce qu'il faut pour les accueillir. Il faut vraiment promouvoir le résident pour que le médecin généraliste accepte de le prendre en charge. Ça interroge. La difficulté d'accès aux soins, cette difficulté existe pour toutes les personnes handicapées, mais elle est majeure pour les personnes handicapées vieillissantes qui ont des difficultés à obtenir les soins nécessaires dans les hôpitaux pour répondre à ce que le personnel qui les aide à domicile ne peut pas réaliser. Depuis 2013, le frère porteur d'autisme de Janine Cerisier est décédé. C'était pour les familles avec leurs handicapés, donc moi j'étais venue pour Jean-Paul et n'étant plus là, je laissais la place pour d'autres familles. Ils m'ont laissé le temps de déménager, tout ça, de préparer. Ouais, non. Et ils m'ont bien soutenu, ça c'est sûr. Il y a 5 ans, quand on a écrit notre projet d'établissement, on a réaffirmé le fait qu'on allait accompagner tout le monde jusqu'en fin de vie. Et depuis, il y a eu des décès, et puis on a été obligé de se réinterroger sur des parcours, et de se dire finalement, ici, c'est peut-être pas le lieu idéal pour tout le monde. Odette Martegout a 101 ans. Tenez, regardez ça. Tous mes certificats sont là-bas. J'ai monté en ballon, j'ai monté en Ferrari, du char à voile, il y a 15 jours. Quand maman viendra à décéder, ou si c'est moi, c'est maman qui restera là, ou si c'est maman qui part la première, je pourrai rester là. C'est rassurant, oui. Même beaucoup rassurant. Parce que on sait pas où qu'on ira après. C'est une maison qui est unique en France, monsieur. Et c'est une structure que beaucoup voudraient y rentrer, je pense. Parce qu'elle est tellement belle, cette structure, qu'elle fait envie à pas mal de gens. La structure a été approchée par des ARS, des associations et des départements pour reproduire ce genre d'initiative. Aucun projet n'a vu le jour. Le problème, c'est qu'ici, on déroge à tellement de règles, et en particulier à des règles financières, qu'il faut un fort pouvoir politique pour pouvoir reproduire exactement la même chose. Au niveau local, le rapport de 2013 sur l'avancée en âge des personnes handicapées a fait l'objet de 60 présentations sur le terrain. Il a inspiré des associations, des collectivités territoriales, des ARS, des acteurs économiques.
Qu'en est-il au niveau national? On y a eu peu recours. Pour exemple, la loi sur l'adaptation de la société française au vieillissement, elle a très peu sollicité ce rapport. Et c'est un dispositif législatif important qui constitue un progrès, mais qui est loin de répondre aux besoins spécifiques des personnes handicapées qui avancent en âge. Les 5 prochaines années permettront-elles de relever les défis encore d'actualité concernant l'avancée en âge des personnes handicapées? Et quand j'irai au paradis, je demanderai à Jésus-Christ de me donner un petit coin de terrain pour que je puisse faire du jardin. Ainsi, vous voyez mes amis, c'est pas fini, c'est pas fini.